Charles Darwin, L'origine des espèces, épisode 11. Donc, chapitre 4, partie 3. Du croisement des individus. Le croisement entre des individus distincts, chez les animaux et chez les plantes, constitue une loi très générale dans la nature. L'autofertilisation des hermaphrodites ne peut sans doute se continuer à perpétuité. Circonstances favorables à la sélection naturelle. C'est là un sujet extrêmement compliqué. Une grande variabilité héréditaire et diversifiée est favorable, mais je crois que de simples différences individuelles sont suffisantes. La multiplicité des individus en offrant plus de chances de variations avantageuses dans un temps donné compense une variabilité moindre chez chaque individu pris personnellement. Et c'est là, je crois, un élément important du succès. Bien que la nature accorde de longues périodes au travail de la sélection naturelle, il ne faudrait pas croire, cependant, que ce délai soit indéfini. En effet, tous les êtres organisés luttent pour s'emparer des places vacantes dans l'économie de la nature. Par conséquent, si une espèce, quelle qu'elle soit, ne se modifie pas et ne se perfectionne pas aussi vite que ses concurrents, elle doit être exterminée. Quand il s'agit d'une sélection méthodique, l'éleveur choisit certains sujets pour atteindre un but déterminé. S'il permet à tous les individus de se croiser librement, il bat sur l'échelle qui ne se propagent pas sexuellement, qui ne s'accouplent pas, et chez lesquels les croisements sont impossibles. L'uniformité des caractères ne peut se conserver chez eux, s'ils restent placés dans les mêmes conditions d'existence, qu'en vertu du principe de l'hérédité et grâce à la sélection naturelle, dont l'action amène à la destruction des individus qui s'écartent du type ordinaire. Si les conditions d'existence viennent à changer, si la forme subit des modifications, la sélection naturelle, en conservant des variations avantageuses analogues, peut seule donner au rejeton modifié l'uniformité des caractères. L'isolement joue aussi un rôle important dans la modification des espèces par la sélection naturelle. Dans une région fermée, isolée et peu étendue, les conditions organiques et inorganiques de l'existence sont presque toujours uniformes, de telle sorte que la sélection naturelle tend à modifier de la même manière tous les individus variables de la même espèce. En outre, le croisement avec les habitants des districts voisins se trouve empêché. L'isolement joue aussi un rôle très important après un changement physique des conditions d'existence, telles par exemple que modification de climat, soulèvement du sol, etc., car il empêche l'immigration d'organismes mieux adaptés à ces nouvelles conditions d'existence. Il se trouve ainsi, dans l'économie naturelle de la région, de nouvelles places vacantes qui seront ouvertes avec lutte et adaptation par modification de structure et de constitution aux anciens habitants. Enfin, l'isolement, en empêchant l'immigration et donc la compétition, donnera le temps à toute nouvelle variété de se perfectionner. Le temps à toute... lentement. Et c'est là quelquefois un point important dans la production de nouvelles espèces. Cependant, si la région isolée est très petite, soit parce qu'elle est entourée de barrières, soit parce que les conditions physiques y sont toutes particulières, le nombre total de ses habitants sera aussi très peu considérable, ce qui retarde l'action de la sélection naturelle au point de vue de la sélection de nouvelles espèces, car les chances de l'apparition de variations avantageuses se trouvent diminuées. Si nous interrogeons la nature pour lui demander la preuve des règles que nous venons de formuler, et que nous considérions une petite région isolée, quelle qu'elle soit, une île océanique par exemple, bien que le nombre des espèces qui l'habitent soit peu considérable, comme nous le verrons dans notre chapitre sur la distribution géographique, cependant, la plus grande partie de ces espèces sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles ont été produites en cet endroit et nulle part ailleurs dans le monde. Il semblerait donc, à première vue, qu'une île océanique soit très favorable à la production de nouvelles espèces. Mais nous sommes très exposés à nous tromper, car, pour déterminer si une petite région isolée a été plus favorable qu'une grande région ouverte comme un continent ou réciproquement à la production de nouvelles formes organiques, il faudrait pouvoir établir une comparaison entre des temps égaux, ce qu'il nous est impossible de faire. Bien que l'isolement joue un rôle important dans la production de nouvelles espèces, je suis disposée à croire qu'une vaste contrée ouverte est plus favorable encore, quand il s'agit de la production des espèces capables de se perpétuer pendant de longues périodes et d'acquérir une grande extension. Une grande contrée, ouverte, offre non seulement plus de chances que des variations avantageuses fassent leur apparition en raison du grand nombre des individus de la même espèce qui l'habitent, mais aussi en raison de ce que les conditions d'existence sont beaucoup plus complexes à cause de la multiplicité des espèces déjà existantes. Or, si quelques-unes de ces nombreuses espèces se modifient et se perfectionnent, d'autres doivent se perfectionner aussi dans la même population. Elles disparaîtraient finalement.
En outre, chaque forme nouvelle, dès qu'elle s'est beaucoup perfectionnée, peut se répandre dans une région ouverte et continue, et se trouve ainsi en concurrence avec beaucoup d'autres formes. De nouvelles places se forment donc, et la compétition pour les remplir sera plus sévère dans une large région que dans une région petite et isolée. Les grandes régions, bien qu'aujourd'hui continuent, ont dû souvent, grâce à d'anciennes oscillations de niveau, exister antérieurement à un état fractionné, de telle sorte que les bons effets de l'isolement ont pu se produire aussi dans une certaine mesure. En résumé, je conclus que, bien que les petites régions isolées soient, sous quelques rapports, très favorables à la production de nouvelles espèces, les grandes régions doivent cependant favoriser des modifications plus rapides, et qu'en outre, ce qui est plus important, les nouvelles formes produites dans de grandes régions, ayant déjà remporté la victoire sur de nombreux concurrents, sont celles qui prennent l'extension la plus rapide et qui engendrent un plus grand nombre de variétés et d'espèces nouvelles. Ce sont donc celles qui jouent le rôle le plus important dans l'histoire changeante du monde organisé. Ce principe nous aide peut-être à comprendre quelques faits sur lesquels nous aurons à revenir dans notre chapitre sur la distribution géographique. Par exemple, le fait que les productions du petit continent australien disparaissent actuellement devant celles du grand continent européo-asiatique. C'est pourquoi aussi les productions continentales se sont acclimatées partout et en si grand nombre dans les îles. Dans une petite île, la lutte pour l'existence a dû être moins ardente et par conséquent les modifications et les extinctions moins importantes. Cela nous explique pourquoi la flore de Madère, ainsi que l'a fait remarquer Oswald Hare, ressemble, dans une certaine mesure, à la flore éteinte de l'époque tertiaire en Europe. La totalité de la superficie de tous les bassins d'eau douce ne forme qu'une petite étendue en comparaison de celle des terres et des mers. En conséquence, la concurrence chez les productions d'eau douce a dû être moins vive que partout ailleurs. Les nouvelles formes ont dû se produire plus lentement, les anciennes formes s'éteindre plus lentement aussi. Or, c'est dans l'eau douce que nous trouvons 7 genres de poissons ganoïdes, restes d'un ordre autrefois prépondérant. C'est également dans l'eau douce que nous trouvons quelques-unes des formes les plus anormales que l'on connaisse dans le monde, l'ornithorynque et le lépidosirène, par exemple, qui, comme certains animaux fossiles, continuent jusqu'à un certain point une transition entre des ordres aujourd'hui profondément séparés dans l'échelle de la nature. On pourrait appeler ces formes anormales de véritables fossiles vivants. Si elles se sont conservées jusqu'à notre époque, c'est qu'elles ont habité une région isolée et qu'elles ont été exposées à une concurrence moins variée et par conséquent moins vive.